Alors monsieur, bonsoir, nous sommes effectivement à l'antenne, 18h30, on est léger retard, c'est 37 aujourd'hui. 19h50, c'est le temps réservé et consacré à cette émission spéciale qui nous parle de ce qui se fait autour de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Vous le savez donc, le corps électoral est convoqué depuis le 11 juillet pour l'élection du président de la République et tous les soirs, dans cette tranche horaire, nous recevons les représentants des différentes entités politiques engagées, les analystes et bien d'autres pour effectivement parler de cette actualité-là. Ce soir, 3 invités sont attendus. Le thème de débat, je le rappelle assez rapidement. Présidentielle 2025, trop de candidatures pour un seul fauteuil. Avec les invités, on va interroger donc les implications du nombre exceptionnel de candidatures à l'élection présidentielle. L'émission explore également les causes politiques, les conséquences institutionnelles, les risques pour la lisibilité démocratique et les perspectives de réforme du système électoral. Je dis d'abord bonsoir au docteur Marcel Simot qui est déjà en studio. Bonsoir, doc. Bien le bonsoir à vous, monsieur Dipita. Bonsoir au panel que je vous laisse le soin de présenter. Et bonsoir à vos milliers de téléspectateurs qui nous écoutent ce soir. Merci d'être présente sur le plateau. Je dis bonsoir à Armand Noé. Il est de la société civile, notamment de Un Monde à Venir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tes nombreux téléspectateurs. Merci de me convier à cet échange et j'espère que nous allons pouvoir édifier les auditeurs qui nous écoutent depuis la maison. J'espère surtout qu'on aura, comme il a confirmé tout à l'heure, Maître Achille Ledjo du SIF. Il nous a dit qu'il sera là et d'un moment à l'autre, on l'aura certainement sur le plateau. Vous le savez, l'émission, c'est aussi un certain nombre d'éléments. C'est d'ailleurs par ces éléments-là qu'on va commencer. Et derrière, le numéro pour pouvoir contribuer à travers vos messages WhatsApp sera affiché au petit écran. Mais d'abord, la première transition et on rentre à la phase première de l'émission. Fait entre le 21 et le 22 juillet dans l'actualité électorale à Yaoundé, à Douala et à travers le Cameroun. C'est dans cet élément de Léla Reine-Ganze. Présidentiel Comedy Club. Il est le dernier à déposer son dossier de candidature pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Mais attention, pas parce qu'il souhaite être le président de la République du Cameroun, mais parce qu'il réclame une certaine somme d'argent au trésor public camerounais. Le président du Rassemblement des forces écologiques pour la relance de l'économie fait sensation en ce moment pour ses déclarations. Parce que j'ai été abusivement suspendu de solde. J'ai passé des années sans pour rien, passer ici plan national du référé. Comme vous ne savez pas que je suis populaire. Bon, et après, donc, comme on a constaté que c'était pour rien, on a rétabli. Mais on ne m'a pas fait le rappel. Donc, le trésor a déjà suffisamment millions. Avec les intérêts qu'ils me doivent, je ne peux pas venir donc ajouter l'argent sur l'argent. Voilà donc. 27 candidats indépendants, 55 investis par des partis politiques, pour un total de 82 candidatures. Il faut le faire. Oui, 81 Camerounais ont estimé pouvoir mieux diriger le Cameroun que Paul Biya, lui-même candidat. Et parmi ces candidats, certains déchaînent les commentaires sur les réseaux sociaux au point de faire dire à des internautes, je cite, « Ton vieux sort en te disant qu'il arrive, après tu le vois à la télévision qu'il est candidat. Surveillons nos parents. » Et si vous avez l'impression de tout voir en double dans le cadre des prémices de cette élection présidentielle, sachez-le, ce n'est pas qu'une impression. Tout, ou presque tout, est en double. 2 dossiers de candidature enregistrés pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, 2 dossiers enregistrés pour le Manidem, 2 pour Univers, et comme il lui faut toujours ajouter sa petite touche d'originalité, l'UPC a opté pour 3 dossiers de candidature. La légitimité et la légalité de l'UPC. Ce n'est pas quelque chose qui est caché, nous ne sommes pas des imposteurs, ce n'est pas un bureau d'imposture. Nous sommes un bureau légal et légitime.
Et c'est l'Union des populations du Cameroun avec une prise d'acte du ministère de l'administration territoriale. Donc je ne vois pas pourquoi nous allons trembler là-dessus. Je fais le choix de M. Abdourahmane parce que c'est l'homme qu'il faut et à la place qu'il faut. Le Cameroun en a besoin et le Cameroun a besoin d'un homme comme Abdourahmane aujourd'hui. Ce qui me tient à cœur, c'est de remercier toute la grande famille de l'UPC de m'avoir accordé cette très très grande confiance. Et je prie Dieu pour qu'il me donne la force et la sagesse d'être à la hauteur des attentes qui ont été placées en cette candidature. Et qui seront les candidats à s'affronter sur l'arène le 12 octobre 2025 ? La question se pose au regard des tacles et rebondissements que nous sert déjà cette élection. Entre Robert Kona, qui renie à Cabral Libye la qualité de représentant légitime du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le Manidem qui se retrouve avec les candidatures de Maurice Kamto et Dieudonné Yebka, univers qui sert une seconde candidature à côté de celle d'Akere Mouna, vivement le 11 août 2025. Vivement la reine. Voilà. On reste avec Adonis Yamen qui réalise l'émission pour le prochain élément. On fait le point des candidatures au lendemain de la date butoir, puis le dépôt des dossiers. À la clôture du dépôt des candidatures, le 21 juillet à minuit, 82 dossiers de candidature ont été enregistrés par la Commission des réceptions d'élections Cameroun. 27 candidats sont indépendants et 55 sont investis par des partis politiques. Dans les rangs des partis, les candidatures multiples révèlent le manque de discipline, selon le sociologue Abaka Mefire. Ce sont 2 candidats pour le RDPC, 3 pour l'UPC, 2 pour Univers, 2 pour le Manidem et 2 pour le mouvement patriote pour un Cameroun nouveau. Le fait d'une sorte de désordre qui touche tous les segments de la société au point justement d'affecter ce qui est considéré comme le premier élément sacré et qui atteste la sacralisation de la République, qui est la fonction de président de la République. Autre fait qui a attiré l'attention, le nombre de femmes candidates à la candidature. Cette dame, à savoir Eliane Véronique Eboutou du PNACC, Mbengo Nozouam, candidate indépendante, Geneviève Nzé Amvene, candidate indépendante, Géraldine Ongma Kanye, candidate indépendante, Thomaïnon Damdjouya de l'UDC, Chantal Adélaïde Membouet de l'Univers et Martine Daniel Buffalo et Sono du MPEC. Il y a même des femmes qui pensent que les hommes ont pris beaucoup d'années. Si nous prenons la gouvernance d'Aïd aux 24 ans par là et aux 43 ans de M. Biya, on peut estimer qu'aujourd'hui, les femmes, par leur intérêt plus manifeste, se disent quand même que les hommes ont échoué et que justement le changement peut se faire par les femmes. Il faut également noter que le doyen des candidats est le président sortant Paul Biya du RDPC. Plusieurs autres figures de l'opposition souhaitent également compétir pour la deuxième fois, soit Bello Bouba Maïgari de l'UNDP, Maurice Kamto, cette fois pour le Manidem, Cabral Libye, cette fois pour le PCRN, Maître Akere Mouna pour le parti Univers, Joshua aussi pour le SDF ou encore Serge Espoir Matomba pour le PUS. Après la rupture de l'alliance avec la majorité présidentielle, Issa Tiroma Bakari du FSNC fait sa première tentative, de même que Célestin Jamen de APAR ou encore Pierre Kouemo de l'UMS et même Vincent Sostem Fouda Essomba du MCPSA. Poursuivons pour cette autre actualité, cette fois-ci avec Henriette Ekouin, on a commencé hier, qui nous fait le remake des temps forts des précédentes élections depuis 1992 dont on a parlé hier. Aujourd'hui, on revisite 1997 suivant sa mémoire. Regardez plutôt. Janvier 1997, ils vont à l'élection, au congrès de l'UNDP au nord. C'est là que ces 3 leaders, Ndamjoya, Fundi et Bello, décident donc que nous allons faire le boycott de l'élection présidentielle.
les gars se sont débattus. Les gars ont dit jamais. Et ça a pesé. Il n'y a pas eu beaucoup de votes. Quand Biya sort donc de là, il est malade. Il décide donc d'appeler l'opposition à un sommet en Volier à la basilique, où on demande à l'opposition, vous voulez quoi? Froundi voulait qu'on lui donne le statut en tant que dernier gars à avoir battu Biya à l'élection présidentielle de 92. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que Froundi n'a pas arrêté de dire qu'il est le président élu et tout et tout. C'est l'UPC qui a commencé à lui dire qu'il faut laisser ça, tournons la page. Tu es président élu, mais on est dans les Sissongo, on n'est pas à étudier. Bon. C'est là que Froundi a un peu abandonné ça. Maintenant, 92, quand Biya voit donc que le boycott a été massivement suivi, il a donc décidé d'appeler l'opposition dans les dialogues de la basilique à Yaoundé. Et c'est là que Froundi a dit, moi je veux qu'on me reconnaisse comme chef de l'opposition ou rien. Parce que dans la tradition britannique, tu as la majorité de la reine et tu as l'opposition de la reine. Les deux ont le même statut, c'est-à-dire que, bien sûr, la reine lit le discours du Premier ministre quand elle va ouvrir le Parlement. Bon, mais à chaque événement, le gars qui est Premier ministre, le parti qui a gagné est là, le Premier ministre est là, mais son opposant aussi est là. C'est comme ça en Angleterre. Les conséquences de l'élection et du boycott donc, de 97, ça a été l'ouverture des dialogues de l'opposition avec le RDPC. Bon. Froundi a refusé de signer. Il a dit je ne peux pas signer. Parce que je ne peux pas signer quelque chose où vous ne me reconnaissez pas comme le patron de l'opposition. Il est parti. Les autres ont continué, c'est-à-dire Bello, Ndam et Kodok. Bon. C'est là que même l'entrée au gouvernement aussi est devenue comme quelque chose de tout à fait normal. À la suite, il y avait déjà des gens au gouvernement, mais cette fois-ci, ils sont renforcés par une plateforme d'alliance. Une plateforme d'alliance entre l'opposition et les autres, et qui conduisait même ces dialogues. C'était Moukoko Bonjo. C'était lui qui était le patron de la délégation du RDPC. Voilà pour 2017 l'ouverture des dialogues RDPC opposition. Donc Henri Tekoué qui nous fait revivre les élections antérieures. Demain, nous parlerons de l'élection 2004 avec sa poursuite de cette série. Maître Achille Liodio, bonsoir, vous nous avez rejoint. Bonsoir mon cher Dipta, bonsoir au panel, bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production. Ben voilà, nous sommes arrivés malgré les embouteillages observés dans tous les carrefours. Je sors de l'audience au tribunal de première instance de Douala Dokoti depuis 17h, sachant qu'en 30 minutes je suis ici. Voilà que je mets pratiquement presque 2 heures de temps. Merci quand même de l'invitation. Le SDF se sent une fois de plus honoré de votre invitation. Présidentielle 2025, trop de candidatures pour un seul fauteuil, c'est le thème qu'on va aborder. Peut-être
quelques petits chiffres en termes de comparaison. Hein. 51 dossiers en 2011 à 82 dossiers en 2025, soit une hausse de plus de 58% en termes de dépôt de candidature. Pour faire précis, en 2011, candidature déclarée 23, candidature retenue, candidature 23, dossiers déposés 51. En 2018, candidature officielle 9, dépôt déposé 28 et en 2025 donc 82 dossiers. D'abord messieurs, que vous inspire ce florilège de candidatures, de dossiers déposés au niveau de Elections Cameroun pour cette élection de 2025? Je commence avec vous, Armand. Oui, déjà, au regard de ces statistiques, nous voyons une évolution en dents de scie déjà de ces dépôts. Et ça montre également, on peut faire une lecture partant de là, de notre niveau de démocratie. On peut penser qu'en 2018, on a eu une démocratie qui avait pris un peu de la valeur, où les acteurs étaient un tout petit peu un peu plus responsables. Tout à fait au niveau ne serait-ce qu'au niveau du dépôt, parce que c'est la première étape. Mais boum, 2025, on voit cette montée vertigineuse des candidatures et on se repose la question, est-ce qu'on redescend? Mais lorsqu'on regarde également, lorsqu'on écoute les Camerounais, lorsqu'on écoute justement les aspirations des uns et des autres, on peut avoir une comparaison entre 2011 et 2025. La comparaison, c'est quoi? C'est que les acteurs politiques s'étaient préparés pour un départ du système en place en 2011, déjà à partir de la Constitution de 1996, qui avait limité les mandats à 2. Nul n'était le changement de 2008. Effectivement, on devait avoir un renouvellement du système en place. Et là où tout au moins une alternance politique. Et donc, cet engouement partant justement de cette révision de la Constitution qui n'a pas favorisé cette alternance, les acteurs ont manifesté à travers le trop-plein des candidatures leur envie justement de faire changer le système. Et je pense que c'est à peu près la même chose aujourd'hui. En 2025, on a encore également cette volonté ou bien cet engagement de faire changer le système. Et on peut lire cela, on peut lire justement le trop-plein de candidatures par cette volonté des acteurs de changer le système en place. Voilà ce que je peux dire. Docteur Simon. Oui, ce que je veux dire, 82 candidats pour un seul fauteuil, vous l'aviez si bien décrypté. C'est peut-être amusant, d'ailleurs, dans les ruelles, les gens se mettent à rire, des gens analysent comme ils veulent penser. Mais il y a plusieurs grilles de lecture quand même qui peuvent être observées. Et la toute première, d'ailleurs, il a dit, et je suis très d'accord avec lui, c'est une expression claire et nette de la démocratie au Cameroun, puisqu'on a des critères pour être candidat à une élection présidentielle. Du coup, tous les candidats sont des Camerounais, tous les candidats estiment remplir des critères et du coup, bon, on laisse la porte à tous ceux qui estiment qu'ils remplissent les conditions. Mais à côté de ça, quand même, il y a un regard froid qu'il faut poser. Ça, je le dis avec beaucoup d'honnêteté. On parle quand même d'une élection présidentielle, une élection où celui qui sera élu portera la destinée d'au moins 30 millions de citoyens. Donc, du coup, c'est une élection qui nécessite ou alors qui exige un minimum de sérieux. Donc, du coup, les plaisantins, j'ai envie de dire, n'ont pas leur place là-bas. Et d'ailleurs, c'est une occasion pour moi de dire que, d'ailleurs, vous allez en parler à la prochaine étape, il faudrait bien que des rajustements soient mis sur pied pour que de tels schémas ne soient plus perceptibles. À côté de cette multitude de candidatures, on peut également souligner la nécessité de changement.
ce que je comprends parfaitement, parce que l'homme, naturellement, est un adepte du changement. Le changement social, c'est un phénomène naturel par tous. Mais généralement, la question que moi je pose aux acteurs qui veulent absolument, ou alors qui veulent le changement, c'est est-ce qu'il faut changer pour changer? Parce que lorsqu'on veut le changement, ça veut dire qu'on a un ensemble d'objectifs et de critères qui sont mis sur pied pour asseoir ce changement. Donc maintenant, lorsqu'on est dans une logique où on se rend compte que des gens sont dans une logique de changement pour le changement, on va devoir s'interroger. Donc honnêtement, 82 candidats, ou alors 82, oui, candidats à la déclarée, je crois que ça fait pas bon, c'est pas vraiment sur la place internationale, c'est pas beau à voir. On a l'impression que c'est un marché, c'est un ping-pong. Et d'ailleurs, on a observé parmi les différents candidats, on va y arriver, des personnes qui venaient simplement... D'accord. Pas pour déposer des candidatures, mais pour souligner autre chose. Et on a envie de leur dire que c'était pas l'endroit indiqué, c'était pas le moment idéal, c'était pas l'espace où il fallait le faire. Maître Le Dior, est-ce un signe du dynamisme de notre démocratie, une forme de rupture sociale, un indicateur social qui montre que il y a bien des sujets, quoique importants, avec lesquels on a l'impression de faire léger? Ben voilà, mon cher député, je me veux d'être un tout petit peu pédagogique et rester avec l'esprit de la loi pour ce qui est de ce que vous avez appelé ce flop de candidature. Mais d'ores et déjà, à mon humble avis, soit-il, il faut comprendre que cela participe, cela peut être analysé comme un indicateur social qui indique la soif des Camerounais à vivre le changement. 4 décennies, un peu plus de 4 décennies que le gouvernement RDPC est en place. Il faut changer. Tous ceux qui partent déposer les candidatures, ont mis quelques plaisantins, ne le font pas parce qu'ils veulent absolument s'aimer le trouble. C'est parce que 43 ans de gestion du pouvoir sans partage du RDPC a créé un certain appétit au sein de la population et chacun pense à son niveau qu'il peut apporter du sien pour le changement. Malheureusement, on est à une échéance capitale, un tournant décisif de la vie du Cameroun, octobre 2025, et il ne faudrait pas qu'on distrait les Camerounais de l'essentiel. J'ai dit que je voudrais être pédagogique, alors je voudrais également dire qu'il n'y a aucune règle, il n'y a aucune loi, il n'y a aucun texte légal qui interdit le dépôt de candidature à l'élection présidentielle. Le législateur camerounais s'est voulu ouvert. Si vous sentez que vous pouvez remplir les conditions de l'article 121 et 122, bien sûr 117 également, allez vous présenter. Mon cher député, je peux vous dire que vous-même, si vous étiez levé avant le 21 pour aller déposer un dossier de candidature, elle est quand même devait vous recevoir et vous délivrer un récépissé de dépôt. Sauf que après le 21, c'est-à-dire 10 jours après la convocation du corps électoral, c'est la date limite de dépôt de dossier, c'est à ce moment que l'ECAM s'assoit, fait la compilation des dossiers au niveau de la direction de l'ECAM, envoie les dossiers au conseil électoral qui a 60 jours pour publier la liste des candidats ou des dossiers retenus et ceux qui sont rejetés. Ça, c'est les dispositions de l'article 126 du Code électoral. À partir de là, s'ouvre le contentieux préélectoral. Si vous êtes recalé, alors vous saisissez le conseil dans les délais. Le conseil, sur la base de vos arguments, pourrait maintenir la décision de rejet qui, dans ce cas, est sans recours suivant l'article 136 du même code, ou alors vous réintégrer dans la liste de ceux appelés à compétir. Dans tous les cas, de toutes les façons, il faut retenir tout simplement que l'élection présidentielle n'est pas l'élection de proximité comme les élections municipales et législatives. C'est une élection
qui se veut comme un rendez-vous entre un homme et un peuple. Par conséquent, il faut du sérieux. C'est pas parce que vous pouvez réunir 30 millions de cautions que vous pensez que vous pouvez candidater. Il y a un certain nombre de critères. Vous devez porter le Cameroun sur votre tête. Si vous n'avez pas les capacités physiques et intellectuelles, si vous n'êtes pas préparé à la charge, il faut rester de côté. Encore que, mon cher député, habitué de la chose, lorsque vous avez payé les 30 millions de caution au Trésor public, ça ne suffit pas. Il faut maintenant beaucoup d'argent, je dis bien beaucoup d'argent, pour battre campagne. Si effectivement payer, oui, je dis au cas où vous êtes retenu, et les scrutateurs dans les bureaux de vote, il y a leur ration, On y arrive. Également. Donc c'est pour dire, mon cher Dipita, le parti politique sérieux qui pense qu'il peut véritablement briguer la magistrature suprême de ce pays doit se préparer dans les 5-6 milliards de francs. D'accord. 5-6 milliards, ce n'est pas 30 millions qui feront l'affaire. Ce deuxième tour de table commence avec vous, la deuxième question, maître. Quand on regarde, pardon, docteur, quand on regarde les profils, les parcours des différentes personnalités qui ont déposé le dossier, qu'est-ce que cela vous inspire-t-il? Il y a des acteurs politiques aguerris qui ont fait leur classe, ont une histoire qu'on peut retracer. Il y a des acteurs sociaux. En fait, il y a du tout venant aussi. Qu'est-ce que vous inspire ces différents profils? Oui, ça, ce qu'il faut déjà souligner, c'est que sur les 82 candidatures, moi j'ai pu les classer en 3. On a la première catégorie quand même, c'est des acteurs de poigne. Je parle du RDPC, je parle du SDF, je parle du PCRN, donc des acteurs qui ont l'habitude de l'élection présidentielle, donc des personnes qui sont un peu comme des poissons dans l'eau, on va dire ça comme ça. Donc on a cette catégorie de personnes-là qui ne sont pas là sont pas les newcomers, comme on dit très souvent, c'est des personnes aguerries, c'est des personnes qui savent comment ça se passe, donc c'est clair, ils ont préparé tout le matériel parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Mais à côté, on a une catégorie d'acteurs politiques, je veux dire, et la deuxième catégorie, c'est quand même des personnes qui veulent expérimenter. Et ça, on ne va pas dire non, on va leur accorder ce droit d'expérimentation là, on ne va pas dire non. Le Cameroun, on le sait, a au moins plus de 300 partis politiques. Donc, on a une catégorie de personnes qui ont dit, bon, depuis que nous sommes existants sur la scène politique, on n'a pas eu l'habitude de participer à une telle élection. Je crois que maintenant, nous sommes prêts. Des partis qui sont sentis prêts, bon, on va le faire cette fois-ci. Je crois qu'on a suffisamment attendu, on a suffisamment observé et on s'est suffisamment préparé pour affronter cette nouvelle étape de notre histoire politique. Donc, cette catégorie-là, mais malheureusement, il y a une troisième catégorie qui est malheureusement la plus nombreuse, il faut le dire, qui est constituée, n'est-ce pas, j'ai envie de dire des purs plaisantins, des personnes qui veulent simplement renchérir leur CV pour être là, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle. Donc, vous voyez que c'est des personnes qui, j'ai envie de dire, qui nous brouillent les esprits, qui nous mettent d'ailleurs au travail. C'est pour eux que nous sommes là. Donc c'est pour cette catégorie de personnes qu'il faut bien trouver des nouvelles lois, des nouvelles stratégies, ou du moins des nouveaux systèmes de fonctionnement pour que, à l'avenir de tel ou alors du moins en 2032, que de tels schémas, de telles actions ne se produisent plus sur le territoire camerounais. Parce qu'on a beau parler de la démocratie, c'est vrai, mais en même temps, il y a cette catégorie très forte là qui est constituée, n'est-ce pas, des amuseurs publics. Moi, je veux le dire. Et d'ailleurs, nous les avons vus. Des personnes qui venaient certainement dans leur chemise, ou du moins dans leur enveloppe. J'en suis convaincu, il n'y avait que l'acte de naissance peut-être, et plus fort encore, la photocopie de la carte nationale d'identité. Et puis, du coup, comme ils savaient qu'il y avait des journaux, des journalistes déjà sur la place pour interviewer les différents candidats, il avait l'occasion quand même de se mettre à l'écam et de parler sur la place publique et que tout le monde l'écoute. Donc c'est peut-être amusant, mais c'est un schéma qui fait honte. Ça, il faut le dire. On parle d'une élection présidentielle, on parle d'un homme qui va porter tout un pays, et j'ai envie de dire, on parle d'un continent. Et quand je parle de continent, vous voyez ce que je veux dire. Donc on n'a pas besoin des personnes pour amuser la galerie, même s'ils avaient des revendications à présenter, je suis d'accord avec eux, mais je dis encore, ce n'était pas l'endroit indiqué. Moi, je voudrais repréciser que vous êtes plutôt
plats fossiles. Hein. Oui. C'est vrai que c'est la société civile également, et vous travaillez beaucoup avec Au Monde à Venir. Tout à fait. C'est la même plateforme. Tout à fait. Cela dit, que vous inspirent les profils des différentes candidatures déclarées? Oui, Lipita, vraiment, je souscris un peu à la classification que vient de faire Docteur, mais j'ajouterais à cela une autre catégorie, parce que comme nous le disions tantôt, nous avons un peuple qui a soif du changement, mais nous avons un acteur qui est décidé à demeurer justement au pouvoir. Et donc, il y a également parmi ces candidats des candidatures qui sont là pour distraire et fabriquer justement par le système qui veut perdurer au pouvoir. Donc, il y a également ce type de catégorie. Et il y a aussi des acteurs, comme dirait, parce que pour ne pas se leurrer, des acteurs qui, de par leur inconsistance politique, effectivement, de par leur égoïsme même aussi, s'engagent pour barrer la voie à d'autres. Parce que là, on a là des opposants. Parmi les candidatures, surtout de l'opposition, on a des candidatures pour l'opposition de l'opposition. C'est-à-dire que des gars qui se sont constitués juste pour aller barrer la voie à une certaine opposition. Donc ça aussi, c'est des éléments qui figurent parmi toute cette candidature-là. Donc, en fait, le jeu politique chez nous a été, je peux dire, bien huilé par le système, parce qu'il faut le dire, ça c'est les résultats d'un système qui a perduré. Quand on a un système qui a perduré, on a au fil du temps des mécanismes pour réduire au maximum des acteurs sérieux. Et là, le trop de candidatures, comme on va le découvrir, parce que peut-être aujourd'hui, nous sommes un peu trop en avant, mais quand l'ECAM et le Conseil constitutionnel va définir les vrais candidats, les dernières candidatures, ceux qui auront passé, on verra très bien dans les dossiers, les motifs, on verra très bien que beaucoup ont été justement manipulés aussi pour aller déposer des candidatures. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent contribuer. 673 657 555, c'est le numéro par lequel ils peuvent envoyer leur message par WhatsApp. Maître Achille Lodjo, que vous inspirent ces différents profils? Bon, mon cher Dipita, excusez que je ne puisse faire une analyse au cas par cas, parce que voyez-vous, en faisant une analyse au cas par cas, j'irai à l'encontre de cette instruction de l'honorable chairman Joshua aussi, qui a bien voulu qu'aucun communiquant du SDF ne commande les candidatures. Nous allons parler ce soir de façon globale. Alors, lorsque vous regardez dans ces 82 dossiers de candidature déposés, c'est deux camps qui se dessinent. Il y a le camp au pouvoir et le camp de l'opposition. Au camp au pouvoir, avec le RDPC, 2 candidatures, et le tribunal, les juridictions compétentes nous diront qui est le candidat retenu du RDPC. Là-dessus, nous n'avons pas de commentaire à faire. Autre chose maintenant, c'est que de l'autre côté, il y a une flopée constatée de candidatures de l'opposition, et dans cette flopée de candidatures, le peuple connaît les opposants qui ont toujours été sur le terrain. Il connaît les opposants qui se sont réveillés seulement lorsqu'on a annoncé les élections, lorsqu'on a convoqué le corps électoral. Les électeurs connaissent le poids politique de chaque candidat de l'opposition qui s'est déclaré. Le peuple connaît qui a été à ses côtés. Et pour ce soir, s'il faut parler de candidature, je ne pourrais parler que de celle de l'honorable Joshua aussi, qui est le candidat du SDF déclaré ou alors qui a été désigné à l'issue du congrès extraordinaire du SDF tenu au Palais de Sport à Yaoundé en mars 2025. Et quand vous regardez, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui,
on peut dire sans risque de se tromper que le SDF a atteint une certaine maturité politique. Ce soubresaut que vous constatez par-ci, par-là, les doubles candidatures, les triples candidatures par-ci, par-là, vous allez vous rendre compte qu'au SDF, nous sommes sereins, nous sommes allés à un congrès, on a désigné notre candidat et nous sommes tous derrière ce candidat. Nous attendons tout simplement le mot d'ordre de l'ouverture de la campagne pour effectivement battre campagne à bâton rompu derrière notre candidat. Aujourd'hui, je voulais dire sur un autre plateau, j'ai dit, avec cette stabilité observée au sein du SDF, cette sérénité observée autour de l'équipe qui entoure l'honorable Joshua aussi, on peut dire sans risque de se tromper que le SDF aujourd'hui est le pape de la politique au Cameroun. Ce n'est faire d'offense à personne. Le SDF aujourd'hui connaît ce qu'il faut lorsqu'on convoque le corps électoral relatif à l'élection présidentielle. Le SDF connaît point par point ce qu'il faut prévoir lorsqu'il s'agit des élections législatives, municipales, et on connaît à quoi s'attendre. Ce n'est pas le dernier jour que le SDF se réveille. Actuellement, je puis vous dire que les états-majors de certains CE, entendez circonscription électorale, c'est-à-dire la structure du parti au niveau de l'arrondissement, essaient déjà de travailler de fond en comble sur 2026. Et sur le terrain, nous y sommes. Ce soir encore, j'étais attendu, en tant que responsable ressources du SDF à Douala 2e, j'étais attendu à ancien étage. Mais cette invitation qui me tenait à cœur, il a bien fallu que je sois là. C'est pour vous dire, mon cher Dipta, que en ce qui concerne le SDF, Joshua aussi, je l'ai qualifié, ce sont mes propos, c'est la flamme de Dieu qui est envoyée pour un changement en 2025. Y a-t-il une crise de leadership dans notre environnement politique, Dr Simon? Oui, vous voyez comment j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, d'ailleurs beaucoup de sourires. Maître Le Dieu, lorsqu'il magnifiait le SDF, j'ai envie de dire, je suis très d'accord avec ce qu'il dit, d'ailleurs je comprends mieux sa position, mais j'ai envie également de lui dire que le fait qu'il y ait un seul candidat au SDF, certes, peut traduire la connaissance des textes ou alors l'adhésion au choix du parti, mais en même temps, ça peut traduire un espace de musellement où on a dit, bon, on a dit A et puis taisez-vous, c'est A, donc suivez. Donc du coup, tout le monde a suivi. C'est pour ça que je me mettais à rire. Mais parler des doubles candidatures qu'on observe au sein de certains partis politiques, il y a également plusieurs lectures qui peuvent être faites à ces niveaux-là. La première, simplement, c'est encore, je vais le redire, l'expression même de la liberté des uns et des autres, bien que nous soyons dans un parti politique. Parce qu'il y a un élément qu'il faut retenir. Lorsqu'on est dans un parti politique, on est adossé sur un ensemble de règles. C'est une organisation, c'est une association qui est adossée sur des règles. Et des règles qui... n'est-ce pas, déroule le fonctionnement même de cette association. Et lorsqu'on décide d'y adhérer, c'est parce qu'on accepte respecter, n'est-ce pas, ces règles-là. Donc du coup, quand dans un parti politique, on sait que ça fonctionne comme ça, ici on marche comme ça, lorsqu'on veut participer à une élection quelconque, si c'est présidentiel, voilà, fût encore le RDPC où les textes sont clairement identifiés. Et ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, lorsqu'on décide de ne plus être en accord avec le fonctionnement de son parti, ce qui est également ce que je respecte énormément, hein, je dis, c'est le choix de chacun. C'est-à-dire, je peux adhérer à un parti, je suis depuis 25 ans aujourd'hui. Donc, à un moment, il peut m'arriver de dire, non, après 30 ans, je dis, je ne marche plus avec vous, parce que je commence à voir peut-être des choses qui ne m'arrangent pas. Et je crois que la meilleure méthode serait forcément pour moi de sortir de ce parti que de vouloir le transformer, parce que lorsque vous entriez, il y avait un texte et des éléments, un statut et règlement bien établi qui vous disait voilà comment on fonctionne ici. Il y avait toute une idéologie et vous avez dit non, j'adhère à cette idéologie parce que je la sens, je me retrouve dans cette idéologie-là. Donc je suis d'accord qu'à un moment, des gens disent non, je ne le sens plus. Mais au lieu d'aller faire des candidatures, parce que même lorsqu'on parle de dépôt de candidature dans un parti politique, il y a un processus qu'il faut respecter, nous sommes tous d'accord. C'est pourquoi nous, au RDPC, on ne cessera de vous dire que nous n'avons qu'un seul candidat. Et le candidat, c'est son excellence, Paul Biya. Donc,
non, j'y arrive. Nous n'avons qu'un seul candidat. Maintenant, on n'empêche pas les uns et les autres à jouer, je ne sais pas trop ce que je vais appeler, mais vraiment à jouer ce qu'ils veulent jouer. On ne les empêche pas. Parce que pour déposer une candidature sur la bannière d'un parti politique, vous convenez avec moi qu'il faut être investi par ce parti politique. Tout comme l'honorable Joshua a été investi par le SDF, d'autres acteurs ont été investis par le parti politique. Son Excellence Paul Biya a été investi par le RDPC. Donc je suis très convaincu, et ça je peux vous le dire avec conviction, que le RDPC n'a pas investi de candidats. Donc il peut arriver au sein d'un parti politique qu'il y ait une guerre de leadership. Ça on l'a très souvent d'ailleurs observé. On a vu des partis avec des 2 candidats, des 3 candidats, ou des partis même où le président, en fait, le supposé président s'est porté candidat et un autre président est venu vous dire non, c'est moi le président. Et ceci peut s'expliquer par le fonctionnement interne de cet organe-là. Moi, je continue à le dire par le fonctionnement interne. Et lorsque je parle de fonctionnement interne, on a des mécanismes de fonctionnement. Il a parlé d'un congrès qu'ils ont organisé en mars 2025. Nous, au RDPC, on a le congrès, on a le comité central et on a le bureau exécutif le bureau politique, dont les décisions font foi. Donc, chaque organisation a son mode de fonctionnement. Et je suis souvent mal à l'aise de comprendre que celui qui est en face n'arrive pas à comprendre comment fonctionne le RDPC que Notre société a-t-elle une crise, vit-elle une crise de leadership? Celle-là s'exprime-t-elle à travers cette quantité importante, ce nombre important de candidatures déclarées? Bon, crise de leadership... on peut peut-être le dire à un certain niveau si on observe parfois certains leaders qui n'ont pas une consistance sur le management au sein de leur parti, qui n'ont pas toutes les caractéristiques d'un leader. On peut également observer cela par, je disais tantôt, par l'égoïsme justement de ces acteurs, de ces différents acteurs. Mais il ne faut pas qu'on s'écarte justement de l'élément central en fait. L'élément central ici, c'est que les crises observées au sein de plusieurs partis politiques ne sont pas toujours le fait des militants de ces partis politiques. Il faut aussi le dire parce que on a observé depuis un certain temps une ingérence justement de ces partis politiques par l'administration, notamment le MINAT, qui récemment même dans ses dernières sorties, vous observez justement l'administration qui devrait justement arbitrer, qui devrait permettre à ce qu'il y ait une saine action politique, mais qui s'érige beaucoup plus comme le patron des partis politiques. Et là, c'est des éléments qu'on peut mettre dans l'analyse pour justifier les crises qu'on peut observer dans plusieurs partis politiques qui sont à la base, qui ont une certaine idéologie, qui ont des acteurs plus ou moins sérieux, qui ont soif justement, qui travaillent au quotidien pour arriver justement... on peut peut-être dire que c'est des bonnes guerres, parce qu'il faut le dire, l'administration chez nous n'est pas comme ailleurs, c'est-à-dire que on a le patron justement de cette administration qui est en même temps militant au même titre que notre président de la République, parce que là aussi il faut aussi voir qu'en même temps parfois il y a du mal à interpréter les casquettes, parce que si le président de la République n'était pas président du RDPC, du coup le chef justement du MINAT, on pouvait dire qu'il y a séparation. Mais là, lorsqu'on voit parfois l'agissement de ce ministre, on peut bien comprendre que parfois il a du mal à rester dans sa casquette de ministre, que de temps en temps il agit beaucoup plus comme le militant qui devrait justement travailler pour que son champion soit toujours aux affaires, pour justement travailler pour que justement le RDPC continue à rester au pouvoir. Donc, on peut également dire que c'est aussi des jeux politiques, mais ce jeu politique-là chez nous, pour nous, à ce niveau-là, a un problème, et nous disons que ce problème-là déteint un peu sur notre démocratie. N'est-ce pas également, Maître Ledio, le reflet
de l'incapacité des acteurs, des hommes politiques, notamment de premier plan, à se mettre ensemble, à penser le Cameroun ensemble, à cheminer ensemble, qui c'est peut-être contre le pouvoir en place? Faut dire d'abord sur le plan interne, ça peut s'analyser comme un problème de leadership, mais également sur le plan global, ça peut s'analyser aussi comme étant une crise d'ego qui amène les différents acteurs politiques de premier rang à ne pas pouvoir accorder leur violon pour un minimum de consensus. Alors sur le plan interne, je suis très d'accord. Je suis très d'accord avec le précédent orateur intervenant qui dit en réalité les crises qu'on observe aujourd'hui au sein de certaines formations politiques participent des actions nuisibles, intempestives de l'administration territoriale qui fout son nez un peu de partout parce que voudrait s'auréoler de cette casquette de patron des partis politiques. Pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, lorsque vous regardez un certain... je voulais d'abord faire une précision avant d'avancer, s'il vous plaît. Le docteur Simo dit lors de ma deuxième prise de parole qu'elle a bien souri lorsque je parle de la stabilité au sein du SDF et cette sérénité qui se dégage autour de la candidature de notre champion. Je voudrais lui dire de souvent faire amende honorable. Lorsque c'est bon, c'est bon. Il faut apprécier la maturité politique du SDF. Je suis l'exemple, renseignez-vous, monsieur Dipita, je suis l'exemple au sein du SDF de la liberté de ton. Donc même au sein du NEC, le comité exécutif, l'autre directoire, lorsque c'est pas ça, je prends la parole, j'explique. Je suis le conseiller juridique national. Et en plus de ça, je puis vous dire que au sein du NEC, le débat est libre et contradictoire. Le président n'intervient pas n'importe comment pour mettre fin à un débat. C'est pour lui dire, rassurez-vous, chère dame, cher docteur, chez nous, il n'y a pas de musellement. Je suis l'exemple. Alors, sur la capacité des acteurs ou l'incapacité de ceux-ci à pouvoir se mettre ensemble? Non, d'abord sur le plan interne, il y a une crise de leadership. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, tel président de parti politique qui voudrait engager peut-être une démarche envers l'autre parti, en interne, il est contesté. Il est contesté justement parce que parfois, ils n'ont pas des instances appropriées pour taire ce genre de querelle. L'administration territoriale a tenté ce genre, l'administration territoriale, RDPC bien sûr, a tenté ce genre de coup avec le SDF. Souvenez-vous, le camarade Diboulé, paix à son âme, Grégoire, il est décédé suite à cette tentative du gouvernement RDPC de vouloir, n'est-ce pas, caporaliser le RDPC et nous balkaniser, c'est-à-dire diviser le SDF, ce qui n'est pas arrivé. Alors, avec certaines formations politiques, vous voyez que ce sont eux qui créent le bordel dans ces formations. Ah, bordel, on enlève le mot. Non, quand je dis bordel, le trouble, si vous voulez. Mieux. Je n'ai pas indexé quelqu'un, mais je veux ce dire qui que est comme fait. Péjoratif, vous laissez passer ça. Bon, dans tous les cas, je vous le conseille, je le retire. Merci. Sauf que ce trouble, n'est-ce pas, qu'on crée à l'intérieur des partis politiques, c'est le fait beaucoup plus de l'administration RDPC. Prenons des exemples. L'UPC. Vous connaissez l'affaire Balegain Coach, Bapolipot. L'autre qui a une décision de justice assise sur les décisions d'un congrès. L'autre qui est plutôt adoubé par l'administration territoriale. Prenons le Manidem. Prenons le PCRN de Cabral Libye. Le plus récent. Le voilà, le congrès l'a reconnu, mais il y a des actions nuisibles de l'administration RDPC. On ne sait pas qui est toujours derrière ces gens pour pour déstabiliser ce parti. Merci. Le CPP de Kawala, il y a des exemples qui sont légion. Donc, vous vous rendez compte que ce problème
ce problème de déstabiliser les partis politiques arrange le RDPC parce qu'il faut mieux diviser, il faut diviser pour mieux régner. Mais quelque part aussi, ces responsables de partis politiques n'arrivent pas à asseoir leur leadership en interne parce que parfois n'écoutent pas le peuple. Le peuple, c'est les militants, la base, n'écoutent pas la base et justement cette base est parfois obligée de faire remonter leur frustration, peut-être soutenir une autre candidature dissidente et on arrive parfois à ce qu'on observe aujourd'hui. Dans tous les cas, mon cher Dipita, je pourrais vous dire que... Je passe d'abord la parole à Dr Sibo, vous reviendrez pour la suite. Il n'y a pas de souci. Docteur, si sur la question de la mise en intelligence des personnalités, des leaders, est-ce que ce n'est pas ce défaut-là ou cette incapacité qui conduit également à cette floraison de candidatures? Et on peut, bon, la question de derrière viendra après, mais je veux dire que est-ce que ce n'est pas un prétexte qui donne l'impression que parce que il n'y a pas, les uns et les autres sont incapables de s'asseoir ensemble, de penser le Cameroun ensemble, d'avoir une vision identique qu'on débouche sur une histoire comme celle de 82 candidatures. Monsieur Dipita Tongo, j'ai envie de souligner quelque chose de pertinent. Lorsqu'on a en face de soi un parti qui a fait 42 ans, d'ailleurs d'aucun pas de 60 ans, 70 ans, je le leur conseille. Lorsqu'on a en face de soi un parti comme le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, un parti qui est capable de vous faire un meeting, 360 meetings à la même heure, le même jour, j'ai envie de dire qu'il faut beaucoup plus pour l'affronter. D'ailleurs, quelqu'un disait, l'union fait la force. Alors maintenant, si on a une opposition qui estime que l'individualité peut également faire la force, on le leur concède. Mais à chaque fois, je dis aux acteurs de l'opposition, chaque jour, parler de 43 années du RDPC au pouvoir traduit simplement votre incapacité à le déloger au pouvoir. C'est aussi simple que ça. Malgré tous les... alors... Oui, ça veut dire qu'ils font tout, mais sauf ce qu'il faut faire. D'ailleurs, j'ai apprécié la dernière prise de parole. Mais aussi que vous avez tous les moyens. Non, j'ai apprécié la dernière prise de parole de Maître de Dieu. Et je vais revenir sur sa première prise de parole lorsque vous parlez de beaucoup de moyens. Moi, je l'ai entendu parler du MINAT RDPC. J'ai envie de, à l'entendre parler, j'ai envie de comprendre qu'on a aussi les comme RDPC en même temps. Et en ce moment, si on commence à raisonner comme ça, j'ai envie de me dire, vous allez faire cause d'élection si vous estimez que les comme RDPC, MINAT et RDPC. Pourtant, nous savons tous que le MINAT est un peu ce que moi j'appelle le maire de la ville des partis politiques, quoi qu'on dise. C'est-à-dire, lorsque vous créez votre parti politique, vous l'adossez sur un ensemble de règlements intérieurs, de statuts, vous allez déposer à qui, M. Tongo? Vous pouvez le créer, je ne sais pas trop, à Badianseux, dans mon village, et vous asseoir chez vous et dormir. Mais quand vous avez fini de faire tout cela, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir le MINAT pour lui dire, voici mon acte de naissance. C'est quand même le maire de la ville des partis politiques. Alors, entendre quelqu'un vous dire, je ne sais pas ce que le MINAT fait dans les partis politiques, j'ai envie de dire, mais il devrait aller où? Il devrait aller où? Puisque c'est lui qui a l'acte de naissance de tous les partis politiques. Alors vous ne pouvez pas l'empêcher du jour au lendemain de dire de ne pas foutre son nez dans ces partis politiques. Parce que quand on vous dit j'ai l'acte de naissance de quelqu'un, ça veut dire que vous étiez à la jeunesse, à la naissance de cet enfant. Faux. Oh, ben, oh là là, comment vous dites faux? Faux. Comment vous dites allez-y développer. Ça veut simplement dire que c'était à la naissance de cet enfant. Et d'ailleurs, quand cet enfant même arrive, il arrive que cet enfant change d'acte de naissance, rassurez-vous, ils viennent toujours vous voir. Pour vous dire, oui, on a commencé, je dis quelque chose de banal, en 2000, on avait comme père ceci. Mais maintenant, aujourd'hui, on a fait un nouveau congrès, on a refait un acte de naissance, on a un nouveau père comme ceci. Vous ne restez pas avec ça chez vous, vous allez le voir. Donc vous ne pouvez pas dire, et d'ailleurs Maître Lodi le sait. Moi aussi souvent je dis quand les acteurs, c'est-à-dire les gens qui manipulent le droit à un moment refusent, c'est-à-dire occultent clairement la vérité. Moi ça me gêne. Ils savent le rôle du MINAT dans les partis politiques. Ils le savent. Au sein des partis politiques. Au sein des partis. Je veux dire, je vous en prie. Ils savent le rôle du MINAT. La preuve, lorsque les partis politiques commencent à avoir des discussions au niveau du leadership, ils vont voir qui? Ils voient qui? Ils vont voir qui? Le MINAT? Ils vont voir qui? J'ai envie de dire que les acteurs... Le MINAT, donnez un seul exemple. Oh là là.
Je vous en prie. J'ai envie de dire, lorsque les acteurs de l'opposition essaient de se comporter comme des aveugles, j'ai envie de dire ça comme ça, ils savent exactement où est-ce qu'ils vont et ce qui va leur arriver. J'ai apprécié quand il vous dit le SDF est serein. Moi, j'ai vraiment aimé. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas voulu simplement dire que j'ai également apprécié la descente du chairman dans lors de son dépôt de candidature. J'ai apprécié, bien qu'étant du RDPC. Mais maintenant, lorsque vous dites le MINAT fout son nez partout, j'ai bien envie de dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il ne fout pas son nez au sein du SDF? Parce qu'il n'y a rien à faire là-dedans. Parce qu'il s'est rendu compte que voilà un parti qui respecte ses propres textes. Mais lorsqu'on a à côté un parti qui lui-même a fixé ses propres textes et ne les respecte pas, vous voulez que le MINAT fasse quoi? Qu'il les laisse enflammer la nation? Qu'il les laisse enflammer l'ordre public? Non! Il a l'obligation de s'y impliquer et de vous dire, ben attendez, quand vous aviez créé votre chose, je n'y étais pas. Mais moi, je sais que vous m'avez donné tel document me disant que voici. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas empêcher le MINAT. Non, je ne me contredis pas. Vous ne pouvez point empêcher le MINAT de jeter un regard au sein des partis. D'ailleurs, il vient très souvent lorsque ça a cuit, comme on dit cruellement au quartier. Vous allez répondre, je sais, mais je pose la question de suite pour qu'on évolue. Il ne reste plus qu'une vingtaine de minutes. N'y a-t-il pas risque de démobilisation ou d'abstention massive quand les électeurs, les Camerounais regardent ce spectacle autour du dépôt de candidature? Près d'une centaine, 82. Oui, avant d'y répondre, je voulais tout simplement, peut-être pour ma gouverne, peut-être le docteur reviendra là-dessus. Je ne pense pas que dans justement les tests qui organisent les partis, il est dit qu'en cas de contestation, l'arbitre, c'est le MINAT. Je ne pense pas. Non, le MINAT n'est peut-être pas l'arbitre. Il n'a rien à voir pour le fonctionnement interne. Le MINAT n'est peut-être pas l'arbitre, mais au tribunal, si on vous demande votre, comment on dit ça, machin de déclaration. Non, le MINAT vous a déjà délivré ce récépissé. Oui, maintenant quand il faut gérer un contentieux chez vous, vous y venez voir qui. On est dans le fonctionnement, on n'est pas dans la création. Non, mais j'ai commencé par la création. Quand je parle de naissance, je peux en mettre les jours. Non, je ne contredis pas. Tout à l'heure, vous avez dit, quand je parle de la naissance, vous avez dit, en commençant votre affaire, je n'étais pas là. Pas tout ça la fois, maître. Je prends un exemple simple. Une affaire qui est passée, Kassi Pipi. Oui. Quelqu'un va au tribunal et dit c'est mon parti. Kawala dit que non, vraiment, c'est mon parti. Oui. Qui va dire à la fin de la journée à ce tribunal que voici le propriétaire du parti? Véritablement, il appartient à c'est qui? Non. C'est les militants? Non. Le tribunal va trancher. Il y a l'acte. Mais qui sort de cet acte? Mais attends. Quand vous demandez qui sort d'où? Oui, l'acte sort d'où? Oui, le MINAT justement délivre l'acte. C'est bien ce qu'on dit. Mais pas pour... Attendez. D'ailleurs, les auditeurs ont compris. Non, en fait, en réalité, je pense que c'est un trop grand pouvoir qui est donné au MINAT et qui justement l'amène, parce que je ne sais même pas qui lui a donné. Là, c'est le commentaire. Oui, je ne sais pas qui a donné. Parce que je vous dis. Mais sur les faits. Non, je vous dis, dans le règlement intérieur, dans les statuts des partis politiques, il n'y a pas. Parce qu'il y a justement. Il y a les actes. Attendez une seconde. Oui. Non, allons-y doucement. Une seconde. Oui. Association privée. Oui. Vous vous réunissez. Oui. Vous faites vos statuts. Oui. Vous faites vos règlements intérieurs. Pour fonctionner, vous déposez au MINAT. Tout à fait. D'accord. Dépôt de dossier, président temps, secrétaire général temps, trésorier temps, et ainsi de suite. D'accord. Vous fonctionnez. 5 ans plus tard, quelqu'un d'autre vient, c'est mon parti. Il faut bien qu'on demande à l'autorité, selon vos archives, quelle est l'historicité de cette problématique? Ce n'est pas comme ça. Expliquez-nous, c'est comment mettre le Dieu une seconde, vous reviendrez. Comme ça. Expliquez-nous mettre le Dieu. Quand vous avez conçu un dossier parlant des partis politiques, vous déposez chez le gouverneur territorialement compétent. Le gouverneur dont le siège du parti est fixé. Dans le MINAT. Le gouverneur va transmettre au MINAT. Oui, exactement, ça va aller chez le MINAT de toutes les manières. Votre récépissé de déclaration. Voilà. C'est bon, c'est votre acte de naissance. Voilà. Maintenant, on est dans le fonctionnement. Si, au cours du fonctionnement, 5 ans après, pour prendre votre exemple, quelqu'un vient dire c'est mon parti, rassurez-vous que, il y a le document que le MINAT a donné, qui est l'acte de naissance, qui ne lui permet pas d'interférer dans
au fonctionnement des partis politiques. Bien sûr. Ça c'est... Oh, oui, exactement. Vous avez dit que le non, Minat non, peut. c'est ce que j'ai dit, vraiment. Bon, c'est évacué. Elle s'est excusée. Vraiment, j'ai dit clairement, et vous avez compris comme vous voulez comprendre. Continue. Je dis encore, le Minat est le maire de ville des partis politiques. 5 ans après, si quelqu'un vient dire c'est mon parti, les statuts et le règlement intérieur ont prévu les mécanismes. On prend ça où? Vous n'avez pas, est-ce que vous n'avez pas... Pendant qu'il vient dire que c'est son parti, il vient avec un statut, mais que le Dieu, vous le savez. Maître. Parfois, l'adversaire vient avec un statut, mais... Donc, s'il vous plaît. Vous ne le savez pas? Donc, s'il vous plaît. Donc, maître, oui. Il y a une autorité auprès de laquelle on dépose les statuts légaux. Oui. Puisqu'on est légaliste. On vous a donné un document, non? Voilà. On m'a donné un document, c'est mon acte de naissance parti politique. Voilà. C'est écrit président tel, vice-président tel, voilà. ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'il y a changement, dans l'organigramme ou alors la direction du parti, c'est la loi de 90 qui le dit, lorsqu'il y a changement, vous devez informer le gouverneur territorialement compétent. Dans le Minat. Le gouverneur, c'est le Minat. Le gouverneur, c'est le Minat. Dites simplement ce que j'ai dit. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi? J'ai dit bien le Minat. Ama avait la parole. Aucun rôle, l'information. Prenons le cas du... Attends, prenons le cas du Manidem. Le Manidem avait déposé... J'avais pris le cas CPP parce que c'est un cas passé. Laissons le Manidem parce que le cas est en instance. Oui, c'est vrai. Vous avez tellement raison. Vous voyez que tout ce qu'elle a dit, c'est contrairement à ce que j'ai dit. Elle a précisé. Parce que vous reprenez exactement ce que j'ai dit en vos propres termes. Non, le Minat n'a rien à voir dans le fonctionnement d'un parti. Je ne parle pas de fonctionnement. Puisque je vous parle de l'acte de naissance d'un parti politique. Vous avez dit ceci. Qui délivre cet acte-là? C'est le Minat. J'ai noté ce que vous avez dit. Écoutez ce que vous avez dit. Elle est d'accord que pour le fonctionnement, non. Alors, elle est d'accord. Pour le fonctionnement, c'est bon. non. Mais pour l'acte d'un parti, c'est délivré par le Minat. Compris. Vous dites la même chose. C'est là qu'on n'a pas discuté. Vous dites la même chose. Il a un rôle à jouer. On ne dit pas la même chose. Elle dit l'acte. Vous dites l'acte. C'est elle qui comprend maintenant qu'elle n'était pas dans le cadre. Mais elle dit l'acte et vous dites l'acte. C'est bon, c'est compris. Vous deux, vous dites l'acte. Moi, quand je viens sur un plateau, puisque j'ai considéré le Minat comme le maire des villes. Vous deux, vous dites l'acte. Non. Ama a la parole. À quoi sert le maire? Non. Ama a la parole. À quoi sert le maire? Ama a la parole. Oui. Merci encore. Je disais que prenons juste le cas CPP pour justement montrer l'ingérence justement du Minat dans ce dossier. Quand justement le Minat prend la décision de dire que c'est monsieur, j'oublie son nom, qui en est le président et non Kawala, Kawala justement va en justice. Et qu'est-ce que le tribunal administratif a dit? Le tribunal administratif a rétabli Kawala sur la base de quoi le tribunal administratif rétablit Kawala? C'est pour dire, le Minat n'a pas ce droit. Si par exemple un acteur... On discute d'un problème qui ne se pose pas. Oui. On est d'accord que dans le fonctionnement, le Minat n'a pas rien. Tout à fait. Mais c'est un problème qui ne se pose pas. D'accord. Donc la question était donc, y a-t-il risque de démobilisation ou d'abstention massive au regard du spectacle qu'on a observé lors du dépôt des déclarations de candidature? Oui, comme je disais, je pense que a priori, et moi j'invite justement les citoyens à commencer à tous ceux et celles, et je sais qu'ils sont nombreux, qui pensent qu'on est à l'heure justement de changement parce que, comme je disais tantôt, nous travaillons avec ces populations, ces acteurs au quotidien, qu'ils ne se laissent pas justement emporter par ceci. Déjà parce que au soir de la présentation des candidats, on ne va pas dépasser le cap d'une vingtaine de candidatures réelles. Beaucoup, hein? Et après cela, nous verrons, parce que comme nous pensons, il y a beaucoup d'acteurs parmi ces candidatures-là qui sont des soutiens du RDPC, parce qu'il faut le dire, en 2018, il y a eu très peu de candidatures, mais on a vu justement un groupe d'organisations des partis politiques qui se sont constitués pour soutenir la candidature du président de la République. Vous allez voir également en 2025 beaucoup de candidats malgré
que leur candidature serait retenue, vont justement vont abandonner, vont s'abstenir pour justement soutenir la candidature du président de la République. Mais on verra la consistance de ces acteurs, on verra très bien que ces acteurs qui vont le faire vont être également pas très loin justement de ce qu'on a observé en 2018. Et donc, mais à côté de cela, nous avons d'autres acteurs et c'est pour nous, c'est l'invite que nous voulons justement apporter à ces acteurs politiques, les leaders sérieux qui sont là véritablement pour pousser à ce changement-là. C'est le moment effectivement de taire les égos. C'est le moment justement de regarder, de cesser justement d'avoir l'opposition de l'opposition. C'est le moment de réfléchir sur des actions véritables pour pouvoir justement arriver à l'objectif. Parce que je vous dis, la démobilisation, parce que le travail que nous ferons à partir du moment où les candidatures seront arrêtées, à partir du moment où les acteurs vont rentrer effectivement dans le champ de la présentation de leur programme politique, le travail de la société civile serait justement de sensibiliser le citoyen à observer et à analyser et avoir leur critique. En un mot, est-ce l'expression de la faiblesse de certains programmes politiques ou de l'absence d'un débat de fond sur les questions d'enjeux national? Pour le moment, les dépôts de candidature n'ont rien à voir avec les programmes politiques. On n'a encore pas, aucun parti politique n'a encore vendu son programme politique, n'a encore rien dit là-dessus. Vous n'avez pas non plus fait croire à tous ces Camerounais qui ne connaissent pas le programme du SIF, qui ne connaissent pas le programme du ADPC, qu'on ne connaît pas le programme d'un tel ou d'un tel. Ce n'est pas des partis non plus qui sortent de nulle part. Je prends l'exemple du SIF. Le programme politique du SIF 2025, c'est pas celui de 2018. Si vous voulez, c'est 2018 relooké avec d'autres points ajoutés suivant les pourparlers que nous avons engagés avec les partenaires. Je voudrais dire un mot sur la démobilisation. Il nous reste 2 minutes avant de prendre les messages. Oui, je voudrais dire de faire très attention parce que là, je m'adresse aux électeurs. Quel que soit le candidat dont la candidature sera rejetée, il ne faut surtout pas songer à une abstention. 2020 nous a dit beaucoup de choses pour ceux qui sont encore dans la logique du boycott ou de l'abstention. Au Cameroun, il n'y a pas un seuil ou alors un pourcentage pour lequel il faut atteindre pour valider ou invalider une élection. Si actuellement, Elec nous dit qu'on est 8 millions d'électeurs et que 7 millions s'abstiennent, 1 million aille voter, sachez que celui qui sera élu sera le président de tout le monde. Il faut faire très attention. Quels que soient les dossiers qui seront retenus, messieurs et dames, sachez que nous devons aller voter. Votons tout le monde, sauf le RDPC, c'est le mot d'ordre. C'est ça. Il faut une alternance. Absolument au Cameroun. Il faut une alternance. Un vote sanction. 43 ans, c'est de trop. Le régime RDPC, avec son chef, M. Paul Biya, doivent nous excuser. C'est de trop. 43 ans. Il faut un vote sanction. Merci. Et si vous ne votez pas la flamme de Dieu, l'honorable Joshua aussi, votez des autres, mais surtout l'honorable Joshua ici. C'est la chance du Cameroun. Actuellement, il n'y en a pas. Docteur Simo. Oui, effectivement. Sur la démobilisation et l'abstention. D'ailleurs, je l'ai dit à l'entente que. Non, il n'y en a pas deux. Un acteur de l'opposition, vous parlez de 43 ans, ça traduit simplement son incapacité. Et malheureusement, le RDPC reste et demeure le meilleur risque. Parce que je vais rajouter en disant. On n'a plus le temps là, s'il vous plaît. Union et désunion, en 30 secondes, rien n'est interdit en politique. Je suis vraiment la société civile. À un moment, je m'interroge. Entre union et désunion, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, vous soutenez un papa qui a 92 ans, plus 7 ans. Vous voulez qu'il finisse le mandat à 100 ans? Non. Permettez à ce papa d'aller se reposer. Il y a 3 personnes sur le plateau, on a presque terminé. Si vous parlez seul, on n'entendra pas les autres. Allez-y. Donc, je suis en train de dire, lorsqu'on vous dit qu'il y a des alliances, Docteur, défends-toi comme ça. Maître. Non, il y a des moments où mon cher stratégie l'empêche de parler. Non, regardons-nous. Non, regardez-la sans parler. Vous n'avez pas la parole. Terminé. Docteur, vous soutenez la candidature de M. Paul Biya j'ai un timing. Pour un autre septennat. Maître.
Non, sincèrement. Maître. Mes petites soeurs là, mes nièces qui sont à la maison là. Maître, je ne serai pas content. Je vous le laisse. Merci. Terminez en une minute, s'il vous plaît. Enfin, il se repose. Allez-y, allez-y. Donc j'étais en train de dire, nous avons entre alliances et désalliances vraiment, tout est permis en politique. Et je suis gênée de voir des gens vous dire, le RDPC a des constructions, il y a des partis politiques qui viennent s'allier, comme si c'était un péché. Et l'autre élément qui m'étonne encore avec les acteurs de l'opposition, travailler, parce que pour challenger un parti comme le RDPC, il faut travailler. Merci, docteur. On va prendre quelques messages. On va prendre quelques messages. Maintenant, on est dans... Voilà. Et si bonsoir, monsieur Tongo. S'il vous plaît, merci. Le temps des messages, peut-être la transition avant, et puis on lit quelques messages. Adonis, s'il y a une transition, merci, et on prend quelques messages. Cette pluralité est un manque de sérieux de certains candidats qui prennent ce fauteuil comme une plaisanterie et ça discrédite le Cameroun à l'international. 82 candidats, c'est pathétique. Je suis fier de votre émission, merci. Bonsoir le panel. Paul Biya, le meilleur choix parce que c'est avec lui on sait où on va. Exactement. Bonsoir, je demande celui qui est allé déposer sa candidature avec des chaussures pleines de boue. Il veut aussi être président de la République. Bonsoir, très passionné par le débat. Trop de candidatures. Je pense qu'il y a 10 partis politiques qui ont une base électorale influente. Le reste, c'est la diversion. Cela participe à fragiliser l'opposition et à ouvrir les vannes aux partis au pouvoir pour s'implanter. Quand on parle trop de candidatures, la dame qui représente le RDPC ne dit pas beaucoup, ne dit pas grand-chose. Le régime en place veut tout faire pour rester au pouvoir. Bonsoir, monsieur Ngang Emmanuel Ngodi Bakoko. Les partis sérieux et responsables après l'élection 2018 se mettent au travail pour étendre leur base électorale en s'appuyant sur les projets politiques convaincants. Bonsoir, je voudrais dire à la dame, le SDF est un parti très sérieux et très démocratique. Maître Lejo l'a déjà dit, à Tanganajan depuis Sangmelima. Alors, en 2 minutes, que vous inspire dans la suite de ce processus au regard de ce dépôt de candidature? Ce sera la question de fin. Chacun dira un mot en 30 secondes. Armand. Oui, je pense que nous sommes vraiment déterminés et nous interpellons nos concitoyens qui ont tous soif du changement de ne pas s'abstenir parce que c'est aussi l'arme qu'utilise le système en place pour verrouiller justement le système, de nous lever tous au 12 octobre et d'aller voter le candidat qui nous inspire, sauf et permettre à ce que notre grand-père puisse aller se reposer. Il l'avait dit et je pense qu'il mérite justement ce repos-là. Maître Lejo. Le président de la République, c'est un patriarche. Il devrait être considérés comme les grands sages de cette République. Mais ça, c'est à condition qu'il ne se représente pas. Mais j'ai peur qu'il puisse, que son nom puisse être jeté dans la poubelle de l'histoire du Cameroun, parce que s'il se présente et qu'on le gagne, vraiment, ce serait compliqué. Alors, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, merci. Le SDF, Joshua aussi, la flamme du peuple. Docteur Simo. Oui, j'ai envie simplement de dire que 82 candidats, il faudrait bien qu'on mette, ça nous ramène simplement à réactualiser le système électoral, ça il faut le dire. Peut-être mes copanélistes n'ont pas pensé à cela parce que aujourd'hui on a la digitalisation, il faut bien qu'on y pense. Pourquoi pas déposer les candidats de manière numérique et empêcher le schéma qu'on a vu qui n'honore pas le Cameroun. Et à côté de ça, je crois que les testateurs ont compris que le RDPC reste et demeure le meilleur risque. Retrouvons-nous demain à 18h30 pour présidentielle 2025. Ce sera avec un plaisir renouvelé. Merci, docteur Simo. C'est un plaisir. Maître Lejo, merci à Manoué. Merci aussi. Merci également à la maison. Merci. Merci à ceux qui ont contribué. Bonsoir et à demain 18h30.